qui propose des jeunes en alternance. Excuse-moi, Antoine, on ne t'a pas entendu juste sur la fin. Oui. Je disais oui, par rapport aux jeunes mineurs, il y a des jeunes mineurs qui non accompagnés qui sont à Pointel, qui sont proposés en alternance pour intégrer des entreprises, des formations et puis intégrer le Ouais, pays. Et il y a une vingtaine d'entreprises sur le secteur qui en ont pris, ils sont super contents. ouais. Ils disent que Alors très souvent, Antoine, c'est des excellents éléments. ouais, et ben, je rebondis sur ça parce que j'ai fait une visite découverte de la menuiserie Patrie avec des mineurs non isolés. Je ne sais pas si tu as vu sur LinkedIn. Effectivement, ils sont contents. Ils ont eu des stages. Et bon, il faudrait que je revienne vers eux pour savoir si ça aboutit vers un contrat d'apprentissage. Mais ouais, ça a bien marché. On avait une dizaine de mineurs non isolés, enfin, isolés. Et c'était plutôt pas mal. Ils étaient contents. Oui, alors à Briouze, par exemple, au G20, donc au supermarché, dans les boulangeries, les couvreurs, il y en a pas mal. Il y en a une vingtaine comme ça. Et les entreprises, globalement, sont toutes contentes, hein. Mm, Et c'est la MFR de Pointel qui les héberge. exactement. Bon, bah, on s'était fixé, moi je suis le maître des horloges, on s'était fixé 2 minutes. On va prendre les gens en cours au fur et à mesure. Priscille, moi je te laisse la main. On y va pour ton intervention. Alors, je vais t'autoriser le partage de ton poste. Normalement, c'est bon. Tu peux lancer quelque chose. C'est parti. Voilà, alors, bonjour à tous, je suis Priscille Ozan du cabinet Fidal. Donc, on est situé à Alençon et je suis avocate fiscaliste depuis une dizaine d'années sur Alençon. Merci pour cette possibilité de nous faire intervenir et de vous rappeler en une petite demi-heure un petit peu les mesures qu'il faut retenir de cette loi de finances pour 2022. Alors, on va commencer pour vous situer le contexte un petit peu économique de cette loi de finances, comme vous en doutez. Elle est un peu particulière puisqu'on est toujours dans la crise sanitaire, dans un contexte de crise sanitaire, ce qui fait il y a beaucoup de mesures qui sont vraiment dans un objectif de vouloir relancer les investissements et soutenir la croissance. Et en même temps, c'est quand même la dernière loi de finances du quinquennat du président Macron. Donc, on est déjà dans une période un peu préélectorale. Et vous allez voir, il n'y a pas de mesures vraiment phares, pas de mesures qui viennent bouleverser les choses, en tout cas au niveau de la fiscalité en 2022. Alors, on est donc, je le disais, dans l'après-Covid. Maintenant, c'est la chasse un petit peu au contrôle, puisqu'il y a eu un certain nombre de milliards d'euros de dettes de versées. Et donc là, maintenant, l'objectif, c'est quand même de renforcer les contrôles, et on va le voir par rapport à un certain nombre de mesures pour que les caisses de l'État se renflouent quand même au fur et à mesure. Alors, on va commencer par deux mesures que je vous ai sélectionnées, parce que bien entendu, on peut pas tout évoquer en une demi-heure. J'ai quand même choisi les mesures qui étaient censées le plus vous intéresser. Là concerne les calculs des plus-values des particuliers et donc des professionnels. Alors, je vais masquer les photos. Voilà. Une mesure qui est quand même très intéressante pour les dirigeants d'entreprises qui sont sur le départ en retraite et qui souhaitent céder leur entreprise. On a donc la loi de finances de 2022 qui, dans ce contexte de vouloir inciter quand même les transmissions et faciliter les transmissions d'entreprises, a prorogé de 2 ans un dispositif qui permettait donc aux dirigeants qui faisaient valoir leur droit à la retraite et qui cédaient leur entreprise de bénéficier d'un abattement de 500 000 euros sur le calcul de la plus-value imposée à l'impôt sur le revenu. Donc, cet abattement fixe permettait donc une économie d'à peu près 64 000 euros sur l'impôt de plus-value, ce qui est assez considérable. Donc, cette mesure devait s'arrêter au 31 décembre 2022. Elle a été prorogée avec cette loi de finances jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, ce qui permet encore de bénéficier de ce dispositif très, très attractif. Et deuxième mesure donc de cette loi de finances,
c'est que justement, pour tenir compte un petit peu de la paralysie qui a eu lieu lors de la crise sanitaire, en principe, pour bénéficier de ce régime, le dirigeant doit faire valoir ses droits à la retraite. Il doit aussi cesser ses fonctions. S'il est par exemple président, il doit à un moment donné cesser toute fonction de président. Et il doit céder donc ses titres de société. Pour faire cela, il avait un délai de 2 ans entre chacun des événements pour justement tenir compte de cette paralysie un petit peu sur 2020. La loi de finances a augmenté ce délai pour céder l'entreprise pour tous les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Le délai pour céder son entreprise n'est pas de 2 ans, mais de 3 ans. Donc, c'est vraiment dans un objectif de faciliter toute cession d'entreprise. Et on a un dispositif similaire donc, qui a été mis en place pour les dirigeants qui ont une entreprise assujettie à l'impôt sur le revenu. Donc, mesure quand même intéressante pour nos dirigeants qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et qui sont encore peut-être en cumul emploi-retraite et qui cherchent à céder leur entreprise. Juste en 2 mots, Priscilla, est-ce que vous pouvez rappeler à tout le monde que c'est une des méthodes pour la plus-value, mais il y en a d'autres et qu'il faut choisir la meilleure? Alors oui, tout à fait. Là, j'évoque un des dispositifs qui permet d'exonérer une partie de la plus-value. La plus-value, c'est quoi? C'est la somme, le gain que le dirigeant va faire quand il va céder son entreprise. Donc, on va comparer le prix de cession à son prix de revient. Et donc, c'est la plus-value qui va être taxée. Et bien entendu, en fonction de la situation, il existe un certain nombre de dispositifs. Et comme vous le rappelez, il faudra toujours se diriger vers un professionnel pour choisir le meilleur dispositif qui va être le mieux adapté finalement à la situation du dirigeant. Et en fait, quand on rappelait qu'il y avait donc là notamment un délai de 2 ou 3 ans pour céder l'entreprise, ça montre bien qu'il y a toute une stratégie à mettre en œuvre et que quand on souhaite céder une entreprise, on dit généralement qu'il faut s'y prendre entre 3 et 5 ans pour pouvoir anticiper d'un point de vue économique, social, informatique, mais aussi pour bénéficier du meilleur dispositif fiscal. Alors, en matière de plus-value professionnelle, on a aussi un dispositif qui était assez contraignant quand on avait une entreprise qui avait donné son fonds de commerce en location-gérance, c'est-à-dire qu'il louait son fonds de commerce à un tiers qui avait la possibilité de l'exploiter et en contrepartie, donc, il devait verser un loyer. Quand on avait mis ce fonds de commerce en location-gérance, pour bénéficier des exonérations de plus-value professionnelle, il fallait absolument que ce soit le locataire gérant qui rachète le fonds de commerce. Donc, c'était quand même assez limité par rapport à l'application de l'exonération de ces plus-values professionnelles. Et donc là, la loi de finances, toujours dans cet esprit de vouloir favoriser les transmissions et relancer l'activité, a permis donc que s'appliquent les exonérations de plus-value professionnelle, y compris lorsque le fonds de commerce était donné en location-gérance et qu'il était finalement cédé à un tiers. Donc, c'est une mesure assez intéressante pour les fonds qui sont aujourd'hui donnés en location-gérance, sachant qu'on en a quand même de moins en moins. Mais peut-être que ça va relancer l'attractivité de ce mécanisme. On a aussi, par rapport à tout un panel justement de dispositifs d'exonération de plus-value qui s'appliquent notamment aux sociétés personnes à l'impôt sur le revenu, aux fonds de commerce dont les sociétés à l'impôt sur les sociétés sont propriétaires lorsqu'il y a une vente. Il y a aussi des exonérations qui s'appliquent. Donc là, c'est encore un autre régime que celui que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est l'article 238 quindecies. Et donc, la loi de finances vient augmenter les plafonds d'exonération de la plus-value. Pour avoir une exonération totale, autrefois, il fallait que le prix de vente des éléments du fonds ne soit pas supérieur à 300 000 euros. Donc, ça ciblait quand même les petits fonds de commerce ou petites entreprises. Là, la loi de finances a augmenté le seuil à 500 000 euros, donc ce qui permet quand même d'avoir des transmissions exonérées d'entreprises un peu plus conséquentes. Et on avait une exonération partielle de la plus-value lorsque la valeur des éléments transmis était supérieure à 500 000 euros. Là, le seuil est augmenté à 1 million. Donc déjà, on se dit que sur le territoire ornais, des entreprises cédées d'une valeur d'1 million, ça élargit quand même beaucoup plus le champ d'application de ces mesures.
Et on a une légère modification de la notion des éléments transmis pour inclure notamment le stock, les créances commerciales et les marchandises. Donc ça, c'est un dispositif pour notamment les entreprises soumis à l'impôt sur les sociétés qui vendent par exemple un fonds de commerce. Ça sera applicable à compter donc, des exercices clos au 31 décembre 2021, donc dès qu'il y aura une session sur 2022. Alors ensuite, en matière de bénéfices professionnels, rapidement, je trouve que c'est une mesure quand même assez intéressante qu'il faut avoir en tête, c'est que aujourd'hui, donc avant la loi de finances, les entreprises qui achetaient des fonds de commerce avaient la possibilité, dans des cas quand même très particuliers, d'amortir comptablement ce fonds de commerce. Je dis dans des cas particuliers parce que l'administration fiscale présumait que le fonds de commerce avait une durée de vie illimitée, une durée d'utilisation illimitée, et de ce fait ne pouvait pas être amortissable. Donc il y avait quand même dans certains cas de figure une possibilité d'amortissement, notamment si le fonds avait une durée prévisible d'utilisation limitée, par exemple si il était lié à un contrat qui avait par exemple une durée uniquement de 10 ans. Dans ce cas-là, comptablement, le fonds commercial pouvait être amorti. Et il y a aussi une tolérance pour les PME. Donc là, ça touche quand même un certain nombre d'entreprises. Il faut avoir un chiffre d'affaires inférieur à 12 millions d'euros, moins de 50 salariés et un total de bilan de 12 millions d'euros aussi. Je ne vois pas le chiffre. Et dans ce cas-là, donc pour les PME, il y avait une possibilité, à titre dérogatoire, d'amortir le fonds de commerce, notamment sur une durée de 10 ans. Alors, la difficulté, c'est que fiscalement, à la fois donc, le Conseil d'État et l'administration fiscale considéraient que le fonds de commerce ne pouvait pas être amorti fiscalement. Ce qui fait que comptablement, on avait un dispositif d'amortissement, mais qui était un petit peu sanctionné, puisque finalement, fiscalement, on était obligé de réintégrer la quote-part de l'amortissement dans le résultat taxable de l'entreprise. Alors, toujours dans un esprit de favoriser la relance économique et les transmissions d'entreprises, ponctuellement, la loi de finances a autorisé la possibilité d'amortir fiscalement le fonds commercial. Donc, pour toutes les acquisitions de fonds qui auront lieu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, bien entendu, il faudra que comptablement, l'amortissement puisse être faisable. Donc, soit que le fonds aura une durée d'utilisation limitée, soit que l'on est dans le cadre de la tolérance des PME, des petites entreprises. Donc, c'est vraiment une mesure dérogatoire, puisque le pendant de cette mesure temporaire et dérogatoire, c'est que dans la loi, finalement, on voit instaurer cette non-déduction de l'amortissement du fonds de commerce. Donc, avant, c'était uniquement la doctrine et la jurisprudence qui avaient tranché. Maintenant, c'est vraiment inscrit dans la loi. Tout amortissement du fonds de commerce ne sera pas déductible fiscalement, hormis donc, le dispositif temporaire. Donc voilà, je pense que le gouvernement espère que ça va faciliter les transactions, puisque si vous êtes une PME, vous pouvez acheter un fonds, l'amortir comptablement et le déduire fiscalement, ce qui ne sera pas donc du coup négligeable par rapport au résultat, à l'impact résultat fiscal de l'entreprise. Alors ensuite, en parallèle donc, de l'incitation de la relance économique, le gouvernement a aussi voulu favoriser l'innovation. Alors, on sait que les startups sont quand même dans le plan de relance du gouvernement. Il veut vraiment faciliter le travail des startups, mais également le travail des sociétés commerciales, des entreprises qui cherchent à faire de la recherche et de l'innovation. Donc, il existe déjà le crédit d'impôt recherche. Et là, la loi de finances vient créer un nouveau crédit d'impôt. Donc, dans un cas vraiment très particulier, c'est si l'entreprise fait de la recherche, mais en collaboration avec un organisme de recherche. Donc, un organisme soit de droit public, soit de droit privé, dont l'activité est principalement la recherche, donc la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental. Pour bénéficier de ce crédit d'impôt recherche, de ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative, il faudra que l'entreprise ait conclu un contrat de collaboration. Donc, le contrat devra être conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, préalablement donc, à l'engagement des travaux de recherche. Et il faudra que l'entreprise ou l'organisme de recherche soit agréé par le ministère de la Recherche.
Donc, si l'entreprise a conclu ce contrat de collaboration, elle aura droit à un crédit d'impôt de 40% des dépenses qui vont lui être facturées par l'entreprise ou l'organisme de recherche, donc dans la limite de 6 millions d'euros par an. Et pour les PME européennes, donc c'est quand même la plupart de nos entreprises ornaises, le taux est porté à 50%. Donc c'est vraiment un objectif, c'est vraiment incitatif pour les entreprises qui auraient le souhait de faire de la recherche et de collaborer avec donc un organisme de recherche. Bien entendu, toute aide perçue par l'organisme devrait être déduite des dépenses qui seront prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt, et également les aides publiques qui seraient versées par l'entreprise devront également être soustraites pour le calcul de ce crédit d'impôt. Mais on a quand même un crédit d'impôt, donc je pense qu'il va quand même s'appliquer assez limitativement, mais qui est quand même assez incitatif pour que les entreprises fassent de la recherche. Donc, comme le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt calculé permettra à l'entreprise de payer son impôt sur les sociétés pendant 3 ans, et au bout du délai de 3 années, elle pourra se faire rembourser ce crédit d'impôt sous la forme d'une créance sur l'État. Pour les PME, il est possible d'avoir un remboursement dès la première année si l'impôt sur les sociétés n'est pas suffisant. Donc, c'est vraiment une aide également en matière de trésorerie pour les entreprises. Toujours dans un contexte d'encourager l'innovation, on a en parallèle du crédit impôt recherche, il existe un autre crédit d'impôt, c'est le crédit d'impôt innovation, qui s'applique, je pense, plus largement que le crédit d'impôt recherche, puisqu'il s'applique dès lors que l'entreprise fait de la recherche, engage des dépenses de recherche, mais pour la création de nouveaux produits et également pour la création de produits qui ne seraient pas nouveaux sur le marché, mais qui auraient des performances techniques supérieures à ce qui existe sur le marché. Donc là, je pense que toutes les entreprises qui innovent peuvent quand même plus ou moins rentrer dans ce dispositif, puisqu'il faut justifier que le produit va être amélioré grâce aux dépenses de recherche, à la fois soit sur un plan ergonomique, et au niveau de l'éco-conception, par exemple. Donc, c'est quand même assez large et assez vraiment dans la tendance actuelle. Donc là, ce crédit d'impôt innovation, il est prorogé également pour une durée de 2 ans. Il devait s'éteindre au 31 décembre 2022. Donc là, on a une prolongation de 2 ans. Donc pendant encore 2 années, ce crédit d'impôt innovation peut être activé par les entreprises. Et on a une hausse de ce taux puisqu'il était de 20% donc des dépenses réalisées par l'entreprise, à la fois en termes de dépenses d'amortissement du matériel, des frais de salaire et cotisations sociales du personnel affecté aussi à la recherche. Le taux, là, il va passer à 30%. Pourquoi ? Parce que finalement, la France utilisait un dispositif forfaitaire pour le calcul du crédit d'impôt innovation qui a été considéré comme n'étant pas conforme à la législation européenne. Donc, de ce fait, ils ont supprimé cette prise en compte d'un forfait pour les dépenses de fonctionnement. Et en parallèle de ça, on a augmenté le crédit d'impôt innovation. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce mécanisme si vous faites de l'innovation pour vous distinguer de vos concurrents. Alors, un dispositif que je rappelle, mais qui s'applique de façon quand même assez limitativement, c'est pour les dirigeants de micro. Pour les dirigeants d'entreprise, il existe un crédit d'impôt pour inciter donc à la formation des dirigeants. Ce crédit d'impôt donc est calculé par rapport au nombre d'heures que le dirigeant va passer en formation en fonction du taux horaire du SMIC. Et aujourd'hui, ce nombre d'heures était limité à 40 heures de formation. Avec la loi de finances, mais spécifiquement pour les dirigeants de micro-entreprises, donc moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires annuel ou un bilan qui n'excède pas 2 millions d'euros, on a un doublement du nombre d'heures passées en formation pour l'éligibilité du crédit d'impôt formation pour les dirigeants. Voilà, donc ce dispositif s'appliquera pour les formations effectuées sur l'année civile 2022. Alors là, j'évoque maintenant l'aspect impôt sur les sociétés. Alors, c'est pas une nouveauté, mais c'est pour vous confirmer
que le taux de l'impôt sur les sociétés donc, poursuit sa trajectoire en termes de baisse de taux, puisqu'il y a quelques années, on était encore à 33,1%, on était dans les taux pratiqués au niveau de l'Europe les plus importants. Ça faisait partie des promesses électorales du président Macron finalement de réduire ce taux d'impôt sur les sociétés. Ça s'est fait de façon progressive. On est passé de 33 à 31%, puis 26,5%. Et là, donc, à compter du 1er janvier 2022, pour toutes les entreprises, peu importe leur taille, le taux de l'impôt sur les sociétés sera de 25%. Pour les sociétés qui peuvent aussi bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés à 15%, lorsqu'elles ont notamment un chiffre d'affaires inférieur à 7 630 000 €, il y aura donc un taux de 15% et un taux, pour ce qui dépasse les 38 120 € de bénéfices, fixé à 25%. Donc, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle pour les entreprises parce que ça vient limiter quand même la charge fiscale des entreprises qui était considérée comme assez importante et peu compétitive, notamment au niveau de l'Europe. Donc, bonne nouvelle, le taux est donc bien maintenu à 25%. Là, j'entends du bruit. Quelqu'un peut couper le son. Merci. Oui, à tout le monde, est-ce que vous pouvez couper le son? Voilà, merci, c'est reparti. Bon, intermède précis. Voilà. Désolée. Donc là, c'est juste pour votre culture générale, puisque vous n'êtes pas entreprise individuelle, mais juste pour que vous sachiez qu'il y a actuellement donc une refonte du statut de l'entrepreneur individuel, donc qui va être mise en place, hein, c'est en cours d'étude. Mais la loi de finances a anticipé la création du nouveau statut des entrepreneurs individuels pour leur permettre, et c'est assez innovant, pour leur permettre d'opter à l'impôt sur les sociétés. Donc, les entrepreneurs individuels n'auront plus l'obligation, s'ils veulent être soumis à l'impôt sur les sociétés, d'apporter ou de vendre leur entreprise à une société s'ils souhaitent rester en entreprise individuelle. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet, mais cette option à l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs individuels leur permettra de protéger leur patrimoine professionnel, patrimoine privé, puisqu'ils devront affecter tout leur patrimoine professionnel à l'entreprise et donc le patrimoine privé ne sera plus poursuivi par rapport aux créanciers professionnels. Voilà, cette option, elle sera donc à prendre par les entrepreneurs qui le souhaitent. Elle sera donc irrévocable. Une fois que l'option est prise, elle est prise, sauf renonciation dans un délai de 5 années. Voilà, donc là, je ne m'étends pas sur le sujet, mais c'est pour la petite culture générale. Désormais, un entrepreneur individuel pourra opter à l'impôt sur les sociétés. Un point que je voulais aborder avec vous au niveau de l'impôt sur les sociétés, qui est assez... un dispositif qui est intéressant finalement pour les entreprises qui ont au cours à la fin de l'exercice, qui ont dégagé un déficit. Donc, bon, on sait que par rapport à la crise, certains domaines d'activité ont quand même souffert. Si l'entreprise a donc dégagé un déficit fiscal, il est possible d'anticiper finalement l'économie d'impôt générée par ce déficit, puisqu'elle peut, en utilisant donc le dispositif que l'on appelle dans notre jargon la créance de carry-back, elle peut imputer ce déficit sur l'exercice précédent qui aura été bénéficiaire. Et donc, à hauteur d'un montant, elle pourra dégager une créance sur l'État, ce qui lui permettra d'améliorer donc son bilan et sa trésorerie, puisqu'elle n'aura pas besoin d'attendre que les prochains bilans soient bénéficiaires pour imputer son déficit fiscal. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pratique régulièrement pour faciliter finalement et améliorer la présentation comptable du bilan des entreprises qui auraient eu un déficit au cours d'un exercice. Alors là, la loi de finances modifie juste un point par rapport à l'existence de ce dispositif de carry-back. C'est par rapport au calcul de cette créance de carry-back. Bien entendu, on ne peut pas dégager une créance sur l'État qui correspondrait au bénéfice de l'exercice précédemment effectué et qui aurait été soit distribué donc par l'entreprise, soit qui aurait été payé au moyen d'un crédit d'impôt.
Donc, actuellement, le régime ne visait pas les réductions d'impôts. Donc là, la loi de finances vient finalement limiter le calcul de la créance de carry-back, puisqu'elle vient réduire le bénéfice d'imputation de l'impôt qui aurait été payé via une réduction d'impôt. Donc, ça vise essentiellement les dépenses de mécénat. Donc, je ne sais pas si au niveau de vos entreprises, vous pratiquez le mécénat, mais si vous faites du mécénat, vous avez le droit à des réductions d'impôts, donc ce qui est quand même assez intéressant à la fois au niveau de l'image de l'entreprise, mais aussi au niveau de sa fiscalité. Et donc là, s'il y aura eu des réductions d'impôts mécénat, on en tiendra compte désormais à compter du 1er janvier 2022 pour calculer la créance de carry-back. Voilà, donc là, je vous ai brossé les points essentiels que j'ai ressortis de la loi de finances au niveau de l'impôt sur les sociétés, des plus-values et des bénéfices industriels et commerciaux. Donc, vous voyez, il n'y a aucune mesure véritablement phare. On est dans des prorogations, des incitations ou des aménagements pour être en conformité avec la législation européenne. Je vais maintenant aborder rapidement 3 points en matière de TVA qui me semblaient aussi assez intéressants. Le premier point, c'est que pour que vous sachiez qu'il y a à compter du 1er janvier 2023, donc on a encore un an pour s'y habituer, on va avoir une modification du régime d'exigibilité de la TVA quand vous êtes en livraison de biens et que l'entreprise facture des acomptes. Donc je pense que c'est quand même assez fréquent. Avant donc, la loi de finances, quand une entreprise facturait des acomptes sur ses livraisons de biens, la TVA n'était exigible qu'au moment de la livraison. Donc, ça veut dire que l'entreprise qui facturait ne collectait la TVA qu'au moment de la livraison, que de l'effectivité de la livraison du bien. Donc, on ne tenait pas compte de la facturation d'un acompte. Le pendant, c'est que l'entreprise qui payait, donc le client qui payait l'acompte, lui ne pouvait pas déduire la TVA au moment du paiement de l'acompte. Il devait attendre le paiement, il devait attendre que la livraison de biens intervienne pour déduire la TVA payée sur l'acompte. Donc là, la loi de finances vient modifier l'exigibilité de la TVA lorsqu'il y aura des acomptes de verser sur des livraisons de biens. Désormais, il n'y aura plus besoin d'attendre finalement la livraison du bien. Vous pourrez, dès le paiement de l'acompte et la facturation de l'acompte, déduire et collecter la TVA. Donc pour l'entreprise qui va facturer, elle devra, elle, collecter la TVA dès le paiement de l'acompte. Et l'entreprise qui paiera l'acompte sur la livraison de biens pourra déduire immédiatement la TVA. Donc, c'est quand même assez intéressant pour l'entreprise cliente, puisqu'il n'y aura pas d'impact au niveau de décalage dans le temps, en tout cas au niveau de la déduction de la TVA. Donc, un dispositif quand même plutôt intéressant. Ensuite, on a au niveau des entreprises qui font du commerce, on va dire, qui font du commerce avec des entreprises européennes. On a aujourd'hui une déclaration qui s'appelle la déclaration d'échange de biens qui était obligatoire en fonction donc d'un certain nombre d'acquisitions intracommunautaires que vous faisiez et pour toutes les entreprises qui livraient des biens dans l'Union européenne. Donc, on a une modification de cette déclaration d'échange de biens qui va s'appliquer, je crois, aussi également à compter du 1er janvier 2023. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration d'échange de biens telle qu'elle existait avant la loi de finances, elle regroupait finalement deux déclarations et 2 obligations que l'entreprise qui faisait des achats au niveau d'entreprises intracommunautaires ou des livraisons intracommunautaires, puisque d'une part, sur cette déclaration d'échange de biens, elle devait déclarer, mais alors, à titre purement statistique, le montant, les pays auxquels donc, elle achetait ou elle livrait, pour qu'on puisse tenir des statistiques au niveau du commerce européen. Et elle devait également remplir une déclaration sur le même formulaire pour déclarer finalement les opérations rentrant dans le champ d'application, mais dans un objectif purement déclaratif pour la TVA. Alors, cette unique déclaration a été censurée puisqu'elle n'était pas conforme à la directive européenne. Et il faut savoir que tous les autres États membres pratiquaient 2 déclarations distinctes. Donc, finalement, avec la loi de finances, on vient se mettre en conformité avec la législation européenne. On supprime cette déclaration unique d'échange de biens pour la scinder
Les obligations demeureront les mêmes, mais pour la scinder en deux déclarations distinctes. Voilà, une donc pour remplir au niveau de la douane notre obligation de renseigner donc, les statistiques du commerce européen, et la seconde au niveau de la TVA pour remplir l'état récapitulatif pour la TVA. Alors, ce qui est intéressant, là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, hein, le temps nous est compté, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est des déclarations qui se font de façon dématérialisée et qu'elles se feront sur le portail DebWeb. Ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où l'entreprise aura rempli la première déclaration pour les statistiques, il y aura un report qui sera possible sur la déclaration récapitulative pour la TVA. Donc, on est déjà, l'administration fiscale continue sa logique de collecte d'informations de façon dématérialisée pour permettre au maximum d'avoir des déclarations pré-remplies pour faciliter le contrôle par la suite de l'administration. Donc, hormis la façon de renseigner les déclarations, le principe de collecte de la TVA reste la même. Ouais, ça, Priscille, juste une petite incise, c'est vraiment la philosophie, la tendance actuelle de tout ce qui est dématérialisation, comme le contrôle de cohérence des comptes, de la compta qui va venir. Enfin, voilà, on est là-dedans, quoi. Alors, exactement, vous l'avez vu à titre personnel déjà, vos déclarations d'impôt sur le revenu, vous pouvez les faire, elles sont faites d'ailleurs que de façon dématérialisée et elles sont pré-remplies. Pourquoi? Parce qu'en amont, notamment pour les salaires, votre employeur a déclaré le montant des salaires versés et donc l'administration a déjà connaissance des salaires que vous avez reçus et donc sur votre déclaration d'impôt sur le revenu, c'est déjà pré-rempli. Voilà, ça c'était donc la première étape qui a concerné l'impôt sur le revenu, ce qui a permis de faciliter aussi avec le prélèvement à la source de remplir les caisses de l'État beaucoup plus vite et d'éviter la fraude. On a constaté qu'un certain nombre quand même de millions d'euros d'impôt sur le revenu sont rentrés grâce à ces déclarations pré-remplies et puis au prélèvement à la source. On est dans la même tendance, la même philosophie par rapport aux entreprises et donc là, ça se confirme par rapport à la TVA. À partir du moment où seront bien remplies les déclarations statistiques pour les échanges, acquisitions et livraisons intracommunautaires, on aura un report de ces opérations et de la TVA qui en découle sur la déclaration. On est vraiment dans cette philosophie. L'administration, le gouvernement a quand même de moins en moins de personnel, donc ils sont dans l'état d'esprit de cibler au maximum ces contrôles pour que ce soit plus efficace de mettre des personnes physiques là où il y a de la valeur ajoutée sur les contrôles. Pour tout le reste, faut pas se voiler la face avec la dématérialisation. Ils font des contrôles avec l'intelligence artificielle, les contrôles se font un peu tout seuls. Et donc, dès qu'il y a des incohérences de détecter, vous êtes la cible d'un contrôle fiscal. C'est beaucoup plus facile puisque l'administration dispose d'éléments vraiment beaucoup plus importants qu'avant, notamment avec les FEC. On en reparlera sans doute à une autre conférence, mais les fichiers d'écriture comptable communiqués à l'administration lui permettent d'avoir accès à toute la comptabilité de l'entreprise. C'est une manne d'informations grâce à un fichier, elle fait un contrôle à distance. Et je ferme la parenthèse, mais on est vraiment dans cette tendance à dématérialiser pour faciliter les contrôles faits par l'intelligence artificielle. Et on l'évoquera sans doute plus tard, mais avec l'examen de conformité fiscale, l'administration fiscale sous-traite. C'est ça qui est intéressant parce qu'elle n'a plus les moyens. Elle fait sous-traiter et c'est pris en charge donc, par les entreprises directement, les contrôles fiscaux qui sont sur des points très, très basiques. Alors, c'était la transition que je voulais faire sur un prochain webinaire avec l'examen de conformité fiscale, la facture électronique. On verra ça dans des jalons un peu plus tard, mais ouais, la transition est toute faite. Priscille, juste, il nous reste à peu près 5 minutes pour respecter un peu Donc, je te laisse avancer. Alors, dans les 5 minutes qui me restent, juste vous évoquer qu'au niveau de l'importation, il y a aussi une modification de la collecte de la TVA. L'importation, c'est quand l'entreprise, et je pense que un certain nombre peuvent en faire, achète des marchandises, mais en dehors de l'Union européenne. Il y avait un mécanisme d'autoliquidation de la TVA qui était possible, mais il fallait respecter un certain nombre de conditions. À compter 2022, ce mécanisme d'autoliquidation est obligatoire pour toutes les entreprises.
Donc, ça veut dire que lors de l'importation, il faudra collecter et déduire simultanément sur la déclaration de TVA CA3 le montant de la TVA. Voilà, on est dans cet état d'esprit toujours de dématérialiser et de déclarer et de collecter au plus vite. Donc là, c'est ceux qui font de l'importation, il faudra vraiment avoir en tête cette mesure, autoliquidation de la TVA obligatoire. Alors, les impôts, oui. Oui, pardon, excuse-moi. Non, j'ai juste. Est-ce que tu as parlé de la possibilité d'amortir les fonds de commerce? J'étais en train de faire des relances en mail. Alors oui, on l'a évoqué Okay, tout à l'heure rapidement. Donc je passe sur les impôts locaux, c'est un domaine que je connais très bien, donc si vous avez des questions, on pourra y revenir, parce que là, en fait, on a juste une déclaration obligatoire pour ceux qui ont des maisons exceptionnelles. Donc ça vise vraiment des cas particuliers de monuments historiques, de châteaux, de maisons, des demeures exceptionnelles. Puisqu'on a une réforme en cours sur le calcul donc, des impôts locaux pour les locaux d'habitation. Donc, en parallèle de cette réforme, il y aura une déclaration à faire pour les maisons exceptionnelles. Alors, juste pour finir par rapport au temps qui m'est imparti, je voulais rappeler quand même qu'en parallèle de toutes les mesures qu'on a évoquées qui sont vraiment dans un sens d'inciter les entreprises à l'innovation et de faciliter quand même les transmissions, on a en parallèle de ça un renforcement quand même des contrôles fiscaux. Je vais évoquer rapidement 3 mesures qui vous montrent quand même que l'État facilite certaines choses, mais d'un autre côté restreint pour limiter finalement la fraude. Donc la première mesure, c'est l'amende qui existe pour le défaut de facturation. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y avait pas de facturation de fait, il y avait une amende qui pouvait être pratiquée de 50% du montant de la transaction. Cette amende a été considérée comme non constitutionnelle et parce qu'elle était contraire au principe de proportionnalité des peines. Donc finalement, la loi de finances vient se mettre en conformité avec le droit donc français pour réduire l'amende à 5% si vous avez bien comptabilisé l'opération. Dans ce cas-là, il n'y aura plus une pénalité de 50%, mais une amende qui sera réduite à 5%, avec un plafond qui ne sera plus de 375 000 €, mais de 37 500 €. Donc, voilà sur l'amende. On a ensuite un renforcement des amendes s'il y a des obstacles qui sont faits lors des contrôles fiscaux et notamment des visites domiciliaires. L'administration est en droit de venir chez vous pour saisir un certain nombre de documents, notamment sur des supports informatiques. S'il y a un obstacle qui est fait donc, lors de ces droits de visite, de ces visites domiciliaires, les amendes sont également augmentées. On est passé de 10 000 € à 50 000 €. Si donc le contrôle est fait dans des locaux qui vous appartiennent ou dont vous êtes le représentant. Et si les locaux, donc le contrôle est fait dans des locaux d'un tiers, l'amende là est augmentée à 10 000 €. Et la dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est également voilà, ça va dans le sens de renforcer quand même les sanctions. Si vous avez des comptes à l'étranger non déclarés, des contrats de capitalisation à l'étranger non déclarés, ce qu'il faut savoir, c'est que les sanctions sont renforcées. Vous bénéficiez de la pénalité de 80% pour manquement grave. Et en parallèle de ça, vous ne pourrez plus imputer les déficits et réductions d'impôts, notamment sur l'impôt calculé sur les sommes qui auraient été qui auraient échappé à l'impôt sur le revenu notamment, ou l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, j'ai fini rapidement mon exposé. Je ne sais pas, on verra après si vous avez des questions. Voilà, en une demi-heure, c'est assez rapide, mais je pense que vous avez compris quand même la tendance et les mesures principales qui ressortent de cette loi de finances, à la fois pour favoriser la croissance, mais quand même renforcer les contrôles et dématérialiser au maximum les déclarations et donc les contrôles. Merci Priscille. Bon, effectivement, c'était condensé. Peut-être on reprendra attache sur d'autres thématiques qui sont dans la philosophie de la dématérialisation. Je vous invite à poser vos questions sur cet aspect très technique sur le chat, comme ça on pourra y répondre avec Priscille à la fin. Et comme c'est enregistré, je vous le rappelle, vous aurez les réponses. Sans transition, je vais passer la main à Fabien. Florent, pardon, et Jacques. Toujours pas. Ouais, toujours pas, j'arrive pas, je ne sais pas. Allez, c'est parti à vous. Vous avez la possibilité de partager votre écran.
C'est parti, à vous la main. Bonjour à tous, merci d'être présents et merci à la CPME de nous inviter pour parler un petit peu des évolutions sociales pour l'année 2022. Donc, vous allez voir, concrètement, il y a des évolutions beaucoup sur le paramétrage, mais aussi des informations qui sont intéressantes à avoir. Alors, on va commencer par l'activité partielle. C'est un des points forts en ce moment avec le Covid. Les indemnités versées aux salariés sont diminuées à 60% à partir du moment où on est sur un arrêt simple, avec une indemnité versée réduite à 36% pour les entreprises, bien sûr avec des limites à 4,5 fois le SMIC. Et si on a un arrêt sur un salarié pour garde d'enfants ou salarié vulnérable, on entend vulnérable à un problème de santé et autres, l'indemnité qui sera versée par le biais du bulletin de salaire sera à hauteur de 70% et de même pour l'entreprise. Donc aujourd'hui, ils ont fait une cession entre les indemnités qu'on avait auparavant. Ensuite, au niveau de la réduction Fillon, ils ont réduit le taux depuis cette année. Donc le taux par rapport au taux AT, on était sur un taux à 0,70 en 2021. Aujourd'hui, ils ont réduit ce taux à 0,50. Donc, ce qui fait que le coefficient aussi diminue. Donc, pour les entreprises avec un taux final à 0,10, donc les entreprises de moins de 50 salariés, on passe à 0,3195. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc le taux final à 0,50, on passe sur un taux à 0,3235. Voilà. Donc, forcément, les réductions sont bien impactées. Voilà. Ça implique la réduction, d'une baisse de la réduction générale, donc ex-réduction Fillon. Donc, quelques changements changements d'information et des taux. Voilà, l'URSSAF Orne, comme vous avez pu peut-être avoir des informations à fusionner avec l'URSSAF Normandie, donc forcément un changement de numéro de tiret. Donc ça qui aura un impact sur votre DSN, bien sûr, au niveau de vos déclarations. Le SMIC a augmenté, effectivement, au mois d'octobre, on était à 10,48. Donc, pour le mois de janvier, on va passer sur un SMIC à 10,57. Le plafond de la sécurité sociale ne change pas. On reste sur le même montant que l'année dernière. Donc, mensuellement, on est sur un plafond à 3 428. Petit aparté sur la réduction de la maladie taux Alsace-Moselle. Le taux maladie Alsace-Moselle, c'est une aparté. Au lieu de 1,50, on va le diminuer à 1,30. Si jamais il y a des entreprises concernées. Voilà. L'exonération des titres restaurants qui a augmenté, on passe à 5,69. Les paniers, pour ceux qui les pratiquent, donc ça concerne un peu plus le bâtiment, mais l'exonération des paniers qui est passée à 9,50 au lieu de 9,40 €. Les avantages forfaits repas qui passent de 5 €. Et petite nouveauté pour l'année 2022, les dirigeants peuvent en bénéficier. Auparavant, il n'y avait pas le droit à ces avantages nature. Les grands déplacements, les indemnités aussi qui ont monté en conséquence des augmentations du SMIC et de l'inflation. Donc, pour l'indemnité repas en elle-même, on passe à 19,40 €. Pour tout ce qui sera logement et petit déjeuner, donc ce qu'on appelle les nuits, en fin de compte, les soirs, on va passer à 51,60 € hors Paris. Et dès qu'on arrive sur Paris, on passe à 69,50 €. Voilà les petits changements, on va dire, de taux, les petites évolutions, donc forcément qui ont des impacts sur vos bulletins de salaire. Ensuite, visuellement, le bulletin clarifié évolue aussi cette année, donc on va avoir plusieurs changements. Donc, beaucoup d'entreprises le faisaient. L'identification du net imposable, aussi bien mensuel que annuel. Mais bon, la plupart des logiciels aujourd'hui présentaient cette fonction. On va avoir aujourd'hui vraiment la nouveauté, l'identification du montant des heures supplémentaires et complémentaires exonérées à l'impôt. On va devoir préciser mensuellement et annuellement. Donc, tous les logiciels, ça ne l'avait pas aujourd'hui, sont dans l'obligation de présenter ceci sur le bulletin. On présentait déjà le montant qu'on retenait à l'impôt. Et aujourd'hui, on va faire un annuel aussi. On va devoir indiquer le montant annuel de ce prélèvement à la source.
Une petite modification aussi sur l'intitulé des exonérations de cotisations employeurs. C'est une petite phrase sur le bulletin clarifié. On va la transformer par exonération et écrêtement et allègement de cotisations salariales et patronales. C'est-à-dire qu'on va présenter la TEPA, donc les 11,31% de réduction de cotisations salariales en plus. Petite chose qui est quand même bien pratique pour le paramétrage aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus d'affichage, de règles d'affichage à 1,5 fois, vous savez, toutes ces petites choses, là, les polices et les placements, on n'a plus d'obligation, mais bien sûr, ça doit rester clair et lisible. Voilà. Ensuite, nouveauté, donc les OPCO qui vont rentrer en DSN, déjà d'une partie, et en plus qui seront soumis à l'URSSAF et non plus aux OPCA en particulier. Donc déjà, le taux au niveau des entreprises, quand on va être sur une entreprise sur les moins de 11 salariés, on sera sur un taux à 0,55%. Et bien sûr, l'assiette sera majorée si vous avez une caisse de congés payés. Pas de cotisation pour les apprentis. Et petit aparté, si le salaire brut mensuel de tous les salariés est en dessous de 9 000 €, grosso modo, l'entreprise ne sera pas soumise aux OPCO. Ensuite, pour les entreprises de plus de 11 salariés, on sera sur un taux à 1% et toujours avec une assiette majorée si on est à une caisse de congés payée. Aparté pour les entreprises du bâtiment et des transports publics, donc des travaux publics, je veux dire, versement de la cotisation CCCA toujours à la Pro BTP. Et une petite particularité aussi, l'OPCA sans l'assiette de congé, donc hors majoration, sera aussi versé à la caisse de congé, à la Pro BTP. C'est information de dernière minute. A contrario, on ne majore plus par la TVA au niveau des cotisations. C'est-à-dire qu'avant, on devait ajouter la TVA à nos cotisations et aujourd'hui, ce n'est plus soumis à cotisation. Aussi, nouveauté, l'OPCA CDD qui sera à 1%, toujours l'assiette majorée si on est à la caisse de congés payés, toujours, qui sera versée à l'URSSAF, mais avant, on avait une possibilité de pouvoir se faire rembourser ces 1% si on embauchait le salarié en CDI au terme de son CDD. Et aujourd'hui, cette règle a disparu, tout simplement, a été supprimée. Voilà. Donc, on sera toujours redevable à partir du moment où on embauche un CDD à 1% sans remboursement. Voilà, donc pareil, attention au paramétrage en paye au niveau de vos déclarations de DSN, de bien avoir les codes qui sont affiliés pour ces déclarations. Ensuite, la taxe d'apprentissage, nouveauté qui rentre aussi en DSN. Donc, encore une fois, attention au paramétrage. La taxe d'apprentissage et la contribution, c'est un petit peu particulier. Donc, on va majorer l'assiette à partir du moment où on est encore à une caisse de congés payés. On aura un versement mensuel qui se fera à hauteur de 0,59%. Voilà. Et on aura un versement annuel, donc pour le reste, à 0,09%, toujours par le biais de la DSN. Et bien sûr, ce montant, on va le réduire en conséquence des dotations libres aux écoles ou aux CFA. Voilà. Donc, concernant les CFA aujourd'hui, même pour certaines écoles, on ne va plus verser de l'argent, sauf si bien sûr elles sont homologuées par l'État. On pourra faire des dons de biens ou de matières premières. De matériel et de matières premières. Voilà. Si, encore une fois, si le brut de l'entreprise, je parle bien, le brut des salaires de l'entreprise est inférieur à 6 fois le SMIC, donc soit 9 618 €, grosso modo, la taxe d'apprentissage ne sera pas due. Donc, encore une fois, attention au paramétrage, je vais bien pouvoir incrémenter ça au niveau des codes DSN, puisqu'il faut savoir que tout est déclaré en DSN, bien sûr. Petite nouveauté pour les entreprises qui auraient une caisse de congés payés.
Donc, ces caisses de congés payés, donc j'entends bien celle de la CIBTP pour le bâtiment et pour le transport et encore d'autres. Les dockers aussi, par exemple. Une déclaration mensuelle à partir de janvier 2022 en DSN. Les comptes rendus seront publiés tous les mois, donc soit sur vos espaces, soit un compte rendu par mail, bien sûr. À partir de mai 2022, déclaration d'embauche et les sorties via la DSN, encore une fois, seront pris en compte par les organismes via la DSN. En avril 2022, on fournira la dernière DNA papier ou voilà, mais sinon, à partir de l'année prochaine, elle sera encore une fois faite et complétée par la DSN, un petit peu comme pour la DUC sur SAF aujourd'hui qui est complétée en direct par la DSN. Et bien sûr, faites bien attention à vos paramétrages en DSN, hein, aussi bien pour toutes ces cotisations et ces déclarations au niveau PCA, apprentissage et caisse de congé. Des nouveaux codes sont sortis, donc attention à ces paramétrages. Petit aparté sur la prime inflation, voilà, pour ceux qui ne l'ont pas versée, on peut encore la verser sur les bulletins de janvier et de février, bien sûr. On doit la déclarer en DSN. Donc concrètement, un salarié qui va toucher sur 10 mois moins de 26 000 euros bruts, donc ce qui représente à peu près 20 000 euros net, aura le droit à cette prime de 100 euros. Le montant sera déduit du paiement, mais pas du bordereau. Donc concrètement, on va indiquer en bordereau ce qu'on aurait initialement payé, pour faire simple. Et bien sûr, c'est dans des blocs DSN bien précis. Donc encore une fois, petit paramétrage DSN bien surveillé pour ceux qui le souhaitent. Je refais aussi une petite aparté sur la prime pouvoir d'achat. Donc on est en versement jusqu'à mars 2022. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le montant est plafonné à 2 000 euros. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est plafonné à 1 000 euros, sauf si on a un accord d'intéressement. Les rémunérations, attention, elles doivent être inférieures à 3 fois le SMIC sur les 12 mois précédents. C'est une petite nouveauté, c'est un petit point de vigilance si on veut, bien sûr, verser cette prime. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour cette année? Je vais faire un petit point rapide. Tu as peut-être quelque chose à ajouter? Ouais. Non, c'est bon. Normalement, j'ai fait le tour. Alors, Florent, Jacques, oui, si vous avez fait le tour, on va pouvoir passer aux questions. Et d'ailleurs, j'ai une première question, qui nous rappellera peut-être d'autres, de Antoine, qui me dit « Pour la taxe d'apprentissage, puis-je mettre à disposition des locaux avec une valeur correspondant à la taxe d'apprentissage et ainsi éviter le paiement de cette taxe en fournissant du service à un centre de formation ?» Antoine, si tu veux prendre la main pour clarifier, n'hésite pas. Hein. Oui, c'est parce que j'ai un centre de formation à côté de chez moi qui cherche des locaux et potentiellement j'ai peut-être des locaux qui pourraient lui correspondre. Et comme je vois que ça peut être du versement en nature, est-ce que du coup ça peut être de la mise à disposition d'une salle de réunion pour une valeur qui correspond euh, au montant de la taxe? Visiblement, dans ce qui est écrit, c'est plutôt du bien matériel. Hein. C'est plutôt si vous fournissez du bien matériel, surtout de la matière première. Par exemple, vous fournissez, je ne sais pas, alors je dis n'importe quoi, du ciment, des matériaux style bois, etc. Ou alors vous avez une machine et puis vous ne savez pas quoi en faire et puis à ce moment-là, vous la donnez. Enfin, vous la donnez, évidemment, après, il y a un problème comptable qui se pose. Mais voilà, ça ne concerne que ça. Ça ne va pas concerner des locaux, des choses comme ça, parce que là, ça devient un petit peu on pourrait faire un peu n'importe quoi à ce niveau. Non, c'est bien, c'est assez précis à ce niveau-là. Hein. D'accord, parfait, merci. Donc du coup, le plus simple, c'est que je leur donne ma taxe et qu'en échange, je leur fasse une facture du montant de la location. C'est beaucoup plus simple. Et comptablement, je pense que ce sera, à mon avis, un peu mieux, quoi. Ok, parfait. Un peu plus clair. Merci. Alors, j'avais peut-être une… Alors, on va laisser le dernier slide. Évidemment, pour les deux intervenants, AG2IR et FIDAL,
pouvez passer par moi pour la recommandation et ensuite vous verrez, il n'y a pas de souci. J'avais peut-être une initiative pour une question de la part de SAEMT. Je vous laisse la parole si vous voulez. Pas de questions. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question sur la première partie, la loi de finances? Tout était clair? Ah, ça y est, la question est arrivée. Question pour la prime pouvoir d'achat. Doit-elle faire toujours l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la directe? Non, je crois pas. Non, il faut juste une déclaration unilatérale en interne. Avoir un document le jour du contrôle que vous puissiez présenter. Si jamais vous avez un contrôle d'URSSAF qui va tout simplement donner les règles de versement de cette prime. Cette prime peut être versée suivant certains critères. Voilà. Donc, soit par rapport au statut du salarié de l'entreprise, soit par rapport à son temps de présence, soit en prorata. C'est un peu comme l'intéressement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut définir une règle dans l'entreprise. Si jamais vous avez un comité d'entreprise, il faut passer par ce comité d'entreprise et puis le faire valider. Voilà. Donc, mais il faut définir une règle. On ne peut pas donner une prime à 500 à l'un et puis 600 à l'autre comme ça, quoi. Donc, il faut définir une règle. Priscille, si tu veux intervenir, hein, si c'est dans ton champ de compétences aussi, hein, tu prends la main, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, pas de souci. Non, là, c'est moins dans mon champ de compétences, mais j'approuve ce qui a été dit. Ok. En cas de versement… Ah, pardon, alors attendez, j'ai une nouvelle question. En cas de versement d'une première prime en octobre 2021, peut-on verser un complément en restant sous le plafond des 2000 ensuite? Oui, il y a un texte qui précise que le versement peut être effectué en 2 fois. En 2 tranches, ouais. Du moment qu'on respecte le plafond, quoi. C'est ce que je veux entendre. Bien sûr, avec la condition des salaires sur les 12 derniers mois, hein, pour éviter le jour d'un contrôle de vous faire rattraper dessus. Ok. Donc, merci pour les 2 questions qui ont été posées. Apparemment, c'est satisfaisant pour nos adhérents. Est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Bien sûr, il faudra être très vigilant sur le paramétrage, surtout sur votre première DSN. Il faudra bien la contrôler, hein, mais là, il faut se mettre en rapport avec votre éditeur de logiciel pour être sûr que tout soit bien fait. Hein. Sinon, après, ça vous obligera à faire des régules de DSN et c'est toujours un peu compliqué de faire des régules sur le mois de février ou éventuellement sur le mois de mars. Donc, première DSN, vous la contrôlez à fond, quoi. À fond sur tous les points qu'on a évoqués, vous vérifiez bien tous ces points-là pour être sûr pour être bien calé, quoi. Hein. Parce que c'est beaucoup plus facile que de faire des régules. C'est ça. Surtout qu'au niveau des EPCA, taxes d'apprentissage, des tests de congé, bien sûr, on a un bloc général, mais aussi, pour faire ça par un petit peu la DSN, on aura des blocs individuels. Oui. Donc, bien faire attention, ce n'est pas qu'à un seul endroit dans la DSN, c'est positionné à plusieurs endroits, ces informations. Donc là, il faudra… Alors, je pense, ça dépend des éditeurs de logiciels, je pense que les éditeurs de logiciels sont en train de travailler dessus. Donc, ça va vous laisser jusqu'au 12-13 février, on va dire, pour bien caler tout ça. N'hésitez pas, de toute façon, à partir du 1er ou 2 février, à produire une DSN de test et à tout checker pour voir, tout vérifier, pour voir s'il n'y a pas de souci. En cas contraire, faire intervenir votre prestataire de paye pour corriger. N'attendez pas le 14-15 pour dire voilà, c'est bon, je diffuse une DSN sans l'avoir contrôlé avant. Ce qu'on vous conseille, c'est de vraiment, dès que vous avez fini vos bulletins de paye ou plus tôt, immédiatement, vous produisez une DSN et vous contrôlez tout. Ouais. De mémoire, Jacques, j'ai fait quelques DSN dans mon ancien temps, en tant qu'entrepreneur aussi. Il existait des logiciels, d'ailleurs disponibles sur le site de l'URSSAF, je crois, pour contrôler les DSN, pour voir si les mots-clés, etc., passaient bien. On pourra peut-être donner la ressource si tu me la transmets, mais bon, ça permettait de checker. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, le contrôleur, ce qu'on appelle le contrôleur,
qui est fourni effectivement, alors pas spécialement pour l'URSSAF, mais ce contrôleur, il est intégré normalement dans le logiciel. Donc, logiquement, à travers ce contrôleur, mais le contrôleur, lui, ne va valider que ce qui est présent, d'accord? Mais il ne va pas faire de contrôle sur les montants, il ne va pas faire de contrôle sur les absences, etc. Enfin, les rubriques absences et tout. Donc, il vaut mieux checker soi-même manuellement, entre guillemets. Vous prenez un salarié de chaque catégorie, un cadre, un étam, un ouvrier, etc., un apprenti, et vous validez bien toutes les rubriques. Et vous n'oubliez pas de contrôler vos montants globaux, vos montants de déclaration par rapport à vos états des charges. Donc, il y a un process à mettre en place pour être sûr. OK. En attendant une petite question peut-être sur la loi de finances, Priscille, est-ce que tu aurais des choses allez, je te laisse une fenêtre de tir de 1 minute à rajouter, à compléter par rapport à ton intervention ou par rapport à un calendrier qui va venir sur les factures électroniques, sur la déclaration de conformité, enfin voilà, une petite fenêtre de tir en conclusion. Alors, en conclusion, oui, je pense que c'est des sujets assez vastes et qui pourront faire l'objet de développement ultérieurement. Mais la facturation électronique, c'est à compter du 1er janvier 2024. Donc là, il faut déjà se préparer, puisque toutes les entreprises devront être capables de recevoir la facturation électronique. Donc, je sais que nous, au niveau du cabinet, on envoie déjà nos factures de façon électronique. Donc, j'incite tout le monde à se pencher sur la question bien avant le 1er janvier 2024 pour être opérationnel, à la fois pour émettre la facture et pour être capable de la recevoir. C'est quand même assez pratique puisque ça facilite l'envoi. Il n'y a plus d'envoi papier, ça facilite l'envoi de la facture. Ça permet que l'entreprise, que le client paye plus rapidement. Et puis, donc ça permet d'alléger aussi la trésorerie de l'entreprise. Donc ça, c'est un point assez particulier, assez intéressant. L'autre sujet qu'on pourra évoquer dans une autre conférence, c'est l'examen de conformité fiscale. Oui, tout à fait. Et c'est donc dans la poursuite de ce que j'évoquais tout à l'heure sur la façon de sous-traiter les contrôles fiscaux. Ça veut dire que l'entreprise pourra faire appel à un prestataire, homme du droit ou homme du chiffre, pour auditer finalement et certifier ses comptes et notamment le traitement fiscal qui est fait donc, sur ces déclarations. Ça veut dire que c'est l'entreprise qui fera appel à donc, un prestataire externe pour lui attribuer donc le petit label comme quoi ses comptes et ses déclarations fiscales sont conformes aux normes. Et alors, ça vise quand même des choses, il y a 10 champs dans l'audit qui devront être audités. Donc, notamment, il y a 2 points sur le FEC. Et ensuite, il y a des points très particuliers sur la conservation des documents, sur la fiscalité par rapport aux amortissements, aux provisions. Donc, l'administration ne regardera plus ces points précis dans les entreprises qui auront obtenu le label, puisque ça veut dire que ça aura déjà fait l'objet d'un contrôle de la part d'un prestataire. Ouais. Alors, le FEC, c'est FEC, hein, c'est pas Fake News, hein, on est d'accord. Voilà. Et alors, en fait, moi, j'ai les 10 points. Hein. Tu as la conformité du FEC, la qualité comptable du FEC, la détention d'un certificat de logiciel de caisse agréé, le respect des règles sur le délai et les modes de conservation des documents, les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal, etc., etc. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que si on n'a pas le bon label, quelque part, c'est une alerte pour un contrôle derrière. Hein. Enfin, je veux dire, voilà. Exactement. Donc, c'est pour ça que nous, au niveau du cabinet, on s'est déjà un peu pensé sur le sujet. Et ce qu'on proposera aux clients, aux entreprises intéressées, c'est de faire un premier examen blanc. Ça veut dire que la première année, on fait l'audit. Par contre, on n'octroie pas le label et on n'adresse pas le résultat de l'audit à l'administration la première année, parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça permet quand même d'avoir une année pour rectifier le tir. Donc, c'est des choses, je pense, qui vont se développer, hein, surtout pour les PME. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même un coût à la charge de l'entreprise, donc il faut quand même que l'entreprise l'intègre. Après, on sait que pour tout ce qui est notamment les transmissions d'entreprise, ça va permettre aussi, si vous avez le label, de faciliter, je pense, l'audit et de rassurer la personne qui reprendrait éventuellement l'entreprise. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Le contre, c'est surtout le coût, moi, que j'y vois pour les entreprises. Tu as une idée de coût pour en parler concrètement ?
Alors concrètement, ça va vraiment dépendre. Nous, je sais que là, les premiers devis, c'est au temps passé et ça dépend vraiment de la taille de l'entreprise. Donc, plus l'entreprise est importante, plus le temps à passer, puisqu'il y a vraiment 10 points à vérifier. Ouais. Plus le temps sera important, mais après, on fait des devis en fonction notamment de la taille de l'entreprise. Et le fait d'avoir un commissaire aux comptes n'enlève pas ce contrôle ou ce label, justifie le label ou Alors, comment ça se passe là? en fait, c'est en complément. Donc, ça veut Oui. dire que les entreprises, elles ont un expert comptable, elles ont pour la plupart un commissaire aux comptes. Mais pour éviter que l'administration ait à faire ces contrôles, l'entreprise qui aura le label avec la certification échappera finalement à ces contrôles ciblés, notamment les provisions, les amortissements, la qualité du FEC. C'est vraiment deux choses distinctes. Et puis, bien entendu, le commissaire aux comptes ne pourra pas faire ce label. Il aura une question d'incompatibilité dans ses missions. Ouais, et puis pour l'instant, je ne sais pas trop comment ça va se passer, parce que d'abord, des professionnels qu'on en fait, j'en connais pas. Et vraisemblablement, on se demande si ce n'est pas les centres de gestion qui théoriquement devaient disparaître qui les feront, parce que de toute manière, l'État va gracieusement rémunérer cette mission de 100 €. Donc, c'est bien ce que je disais, c'est le coût reste à la charge de l'entreprise pour la différence. Ouais, Voilà, merci donc- pour les 100 €. Ouais. 200. 200, oh, bah, écoutez, royal. Que de bonnes nouvelles en 2022. Donc en fait, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Tout de même, voilà, c'est clair que ça sera l'entreprise qui paiera. Donc il faut voir comment ça va se caler dans le temps. Et puis si ça apporte vraiment quelque chose, sachant qu'aujourd'hui, dans la théorie, les entreprises, elles pouvaient demander un contrôle fiscal. Mais en fait, ils n'ont plus les moyens, quoi. Donc, D'accord. ils vont contrôler que si vraiment ils ont un intérêt ou que ça fait partie que c'est dans la liste ou que c'est sorti en anomalie, mais ils vont plus au hasard, quoi. Ok. Alors, pour compléter sur le sujet facture électronique et le sujet qu'on vient d'évoquer là, ça peut paraître un peu lointain, notamment pour la facture électronique 2024, mais ça s'anticipe quand même parce que beaucoup d'éditeurs et de consultants vont être sur le problème. Ouais. Voilà, il y aura peut-être un problème de disponibilité de ressources pour travailler là-dessus. Donc, nous, au niveau CPME, on va faire des points comme ça sur ces deux sujets-là. On va poser des jalons, on va travailler ensemble et on apportera encore un peu plus d'informations sur des formats poussés sur ces deux points-là, particuliers sur 2022. Je ne sais pas ce que tu en penses, Priscille, en termes de stratégie, mais à mon sens, il faut dès maintenant commencer à travailler sur la facture électronique et sur ce contrôle à venir, dont le nom m'échappe, contrôle conformité fiscale, quoi, hein, c'est ça ? Conformité fiscale, oui, c'est des sujets, je pense, sur lesquels il faut se pencher dès 2022, et voilà, notamment la confort. facturation électronique, puisque c'est une obligation pour le coup là pour les entreprises. Ouais. Et puis pour être confortable, quoi, tout ça s'anticipe dans une stratégie. Alors, l'État veut absolument qu'il y ait 100 000 petites entreprises qui soient formées à la facture électronique. Et pour ça, ils sont en train de faire former 500 experts comptables sur toute la France pour arriver à ça. Ils veulent sensibiliser les entreprises vers ça, sauf que le souci, c'est que tout n'est pas forcément encore calé. Et qu'il faudra passer par des plateformes. Alors, ça va dépendre des éditeurs, mais Jacques… En fait, ça existe déjà, puisque pour les marchés publics, on fonctionne comme ça. On fonctionne avec Chorus, la plateforme Chorus. Et en fait, aujourd'hui, c'est direct dans le logiciel. Dès qu'on a produit sa facture, on clique sur un bouton et ça part directement, quoi. Ouais, mais alors en fait, il y a plusieurs trucs parce qu'en fait, tu as 3 formats différents. Tu as 2 formats électroniques qui existent, donc facture X. Ouais. Et puis, tu as aussi le PDF en texte avec rien du tout derrière qui existe. Et tu pourras passer par une plateforme qui te le transformera en facture X. Enfin, pour l'instant, c'est pas très clair. C'est un peu flou, c'est pas très clair. Et puis, dans les formations, là, ils ont sélectionné, je ne sais plus, 5 prestataires, mais en fait, tu en as beaucoup plus qui font ça. C'est un peu vague, mais tous ne font pas la même chose. Enfin, voilà.
Oh là. Mais ça marche bien avec les marchés publics, hein. Oui, alors marché public, il n'y a pas de souci, mais si tu veux le marché public, pour l'instant, ce n'est pas du FactureX. Et puis le FactureX oui. actuel n'est Si, pas le si. FactureX de 2025. Ah oui, 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 oui. Oui, mais c'est quand même du FactureX. On envoie à la fois le fichier et le PDF en même temps. Et le PDF, il peut avoir la forme que l'on veut, hein. Il y a pas de... En fait, le PDF n'est là que pour accompagner, c'est tout. Mais le PDF, enfin, ce qui compte, c'est le fichier, quoi. C'est le fichier. Le fichier EDI, c'est ça qui compte, hein. Le PDF, il est là ou il n'est pas là, c'est pas grave. Mais par contre, ce qui va être surtout important pour les entreprises et les petites entreprises, c'est qu'il faudra qu'elles soient en capacité de les réceptionner. Ah oui, ouais. Parce que alors les émettre, bon, bah, c'est leurs clients qui vont les obliger à en émettre, mais par contre, ils vont avoir plein de prestataires qui Ah oui. les enverront en électronique et il faudra être absolument capable de le faire. Et je le vois aujourd'hui, on en parle avec un certain nombre de clients parce que, par exemple, nous, on envoie des factures en électronique aujourd'hui qui ne sont pas en FactureX, hein, mais on a des clients qui les refusent. Ouais. Bah, parce qu'ils ne peuvent pas les intégrer directement. Ah, c'est pas qu'ils ne peuvent pas les intégrer, c'est qu'il faut utiliser un ordinateur et que ça les gave. Ok. Bon, écoutez, on voit bien que c'est un sujet qui va être important. Mais c'est Donc, important parce que l'État veut mettre le paquet sur la digitalisation des entreprises, hein, donc, Bah, oui, puis en plus, ça permettra effectivement de un rejoindre ce que contrôle j'ai dit. en continu. Voilà, un contrôle en continu, en direct, la DEB, la TVA, etc. Tout sera contrôlé à la source, quoi. Ça, et l'entreprise n'a pas le choix de se mettre aux normes, en tout cas au niveau informatique. Ouais. Oui, oui. Donc les éditeurs vont se régaler. alors, c'est peut-être le petit mot de la conclusion. On est à 9h50. On a bien compris qu'on allait reprendre ces sujets-là en 2022. Moi, je voudrais remercier les deux intervenants. Donc, à tout honneur, Priscille, je te remercie. J'espère que c'est le début d'une belle communication et d'échange. On a des remerciements de Cécile Rappeau de Manuplast. Donc, voilà, ça a plu. Merci à messieurs Kervern. Comme ça, je ne prends pas de risque, Florent, et voilà, et Jacques. On se retrouve bientôt. Je vous envoie l'enregistrement et puis on travaille évidemment peut-être sur ça, sur la facture électronique, sur la conformité fiscale. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Il n'y a plus de questions, donc voilà. À bientôt. Merci beaucoup et bonne journée. Merci, au revoir. Pas mal.